Je voudrais d'abord reprendre ce que j'ai dit ce matin sur le fait que nos populations, nos publics risquent d'être les principales victimes de la réduction des dépenses publiques. Pour des raisons qui sont claires. À la fois, ce sont des gens qui ne manifestent pas, qui ne votent pas. Et deuxièmement, ce sont des gens qu'on stigmatise. Que l'on stigmatise au nom de l'assistanat ou au nom des différentes idéologies xénophobes, ou alors on stigmatise les politiques de lutte contre l'exclusion parce qu'on considère qu'elles sont une pompe aspirante à l'immigration. Et comme on ne veut pas encourager l'immigration, on en arrive à mesurer les politiques d'intégration. D'où le risque majeur pour moi de ne pas être prioritaire et de subir de plein fouet les coupes budgétaires. Nous ne pourrons inverser cela que si nous sommes capables de démontrer que l'investissement de solidarité est un investissement productif pour la collectivité nationale. Que tout le monde en a besoin, pas uniquement les populations et les publics en difficulté, mais que l'ensemble de la population a besoin de ces politiques. Parce que l'exclusion, ça coûte cher à tout le monde. Ça coûte cher évidemment à ceux qui en sont les victimes. Évident. Mais il ne faut pas croire que ça ne touche que les victimes. D'abord, il y a le coût du filet de sécurité. Il faut considérer que les politiques d'exclusion coûtent à peu près 20 milliards par an. Ça, c'est le filet de sécurité. 40 à 45% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Non-participation à la production, perte de compétences, non-acquisition de compétences. 15% des jeunes, je le disais ce matin, sans ressources, sans emploi, sans formation. Des handicapés à vie, que la société devra porter jusqu'à la fin dans tout leur parcours de vie. Et là aussi, perte de capacité et évidemment des coûts. De plus en plus de familles à la rue ou dans la précarité. Cela veut dire des enfants qui partent dans la vie avec un handicap irrémédiable. Je pense que nous créons les conditions de la reproduction de l'exclusion de génération en génération. On le voit bien déjà avec les chômeurs. Les générations de chômeurs se succèdent. Et bien on va faire des générations d'exclus. Et je pense que ça, c'est le coût maximum, parce qu'un pays fracturé, qui laisse au bord de la route une partie essentielle, substantielle, de ceux qui vivent, c'est un pays qui vit mal, qui stérilise ses capacités de travail et de création, et qui freine sa compétitivité, je n'hésite pas à le dire. J'ai toujours dit que la solidarité, c'était un élément de la compétitivité. Et c'est un pays qui se recroqueville sur lui-même, c'est un pays qui s'appauvrit. Je crois essentiel que nous soyons en mesure d'expliquer au grand public et aux décideurs combien rapporte, je n'hésite pas à employer le mot, combien rapporte à la collectivité nationale la sortie d'une personne de l'exclusion et son retour au travail stable et à la citoyenneté. Combien ça rapporte d'empêcher quelqu'un de tomber dans l'exclusion. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Je propose que nous travaillions en 2014-2015 sur ce sujet, au sein de la FNARS, mais aussi avec des universitaires, des économistes, pour que nous soyons capables, nous soyons armés pour développer un discours qui ne soit pas le discours traditionnel, où nous essayons de, je lâche le mot, de susciter de la commisération pour des populations, mais pour dire que c'est un investissement productif pour l'ensemble de la société, que nous, qui sommes les nantis, nous avons besoin d'un pays solidaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la résolution que nous avons adoptée sur le mouvement associatif. On a adopté une résolution, je pense qu'il faut que nous la mettions en œuvre. Il me paraît important qu'au sein de la France, maintenant que cette résolution est là, nous nous donnions les moyens de la mettre en œuvre. Et donc, je remercie à la fois le gars de vie associative pour ce qu'il a fait, mais je voudrais aussi lui dire qu'il ne fait que commencer son travail. Et maintenant, il faut que nous mettions en position comment mettre en place des stratégies collectives pour permettre de proposer des réponses adaptées et d'éviter les mises en compétition ou en concurrence excessive. Comment construire le projet associatif avec les parties prenantes, personnes accompagnées, professionnels, bénévoles, collectivités locales, État. Comment ouvrir la société civile pour créer un lien social et assurer l'expression citoyenne.
Comment promouvoir une vision exigeante de l'économie sociale et solidaire? Je pense que là, il y a un véritable plan de travail pour nous, et d'ailleurs qui, je dirais, accompagne ce que nous avons fait sur les journées du travail social, parce que je sens bien les résonances qu'il y a entre le mouvement associatif globalement et ce que nous avons dit sur le travail social. J'en viens à la FNARS elle-même. Je crois que c'est un outil essentiel pour une France plus solidaire, pour une citoyenneté réelle, forte, ouverte à tous et à tous ceux qui vivent sur notre sol. Ça me paraît très important que nous parlions de ceux qui vivent sur notre sol, parce que nous n'avons pas, encore une fois, à nous mêler de la politique d'immigration. Toute personne vivant sur notre sol a droit à une vie décente et à une vie citoyenne. Ça me paraît très important. Alors merci à tous ceux qui font vivre cette FNARS. Les salariés, les bénévoles, les personnes accompagnées, je mesure chaque jour l'investissement, l'engagement, et puis je mesure ce que j'ai dit ce matin. Nous constituons une sorte d'intellectuel collectif. Et je vois la force de ce que nous produisons. Et je dois vous dire très franchement que je suis assez fier de voir ce que la FNARS est capable de produire. Notre responsabilité, c'est de rendre cet outil toujours plus efficace. Plus efficace, d'abord, ça veut dire plus économe. Il y a eu un travail sur le modèle économique. Vous auriez été déçus que je n'en parle pas. Je parle de la présidente de la région, des régions. Bon, il est tard. Ce travail, qui a connu de nombreux avatars, qui n'a pas suscité au départ l'enthousiasme que j'aurais souhaité, a débouché sur des préconisations utiles. Maintenant, à nous de les mettre en œuvre. Je sais que souvent nous disons au pouvoir public que vous avez pris des décisions, vous ne les mettez pas en œuvre. Je l'ai dit moi-même ce matin sur l'insertion par activité économique. Ben là, on a pris des décisions, il faut les mettre en œuvre. Et je souhaite que le Conseil des régions et le Conseil d'administration y veillent. C'est-à-dire que nous ayons régulièrement des points sur l'avancement du chantier du modèle économique. Maintenant, nous pouvons prendre des décisions. Plus efficace, ça veut dire plus ouvert. La force du mouvement associatif, c'est aussi sa cohésion au-delà de nos divergences relatives. Nous le faisons dans le collectif des Associations Unies et je veux rendre hommage encore une fois au travail que fait Florent au sein de ce collectif. Nous voulons le faire avec alerte. Parfois, c'est plus difficile. Dans un fonctionnement que nous souhaitons vraiment collectif. Mais je constate aussi qu'il y a des progrès qui se font. Et je pense que l'expression du collectif alerte en face du Premier ministre et bientôt à l'occasion de la conférence sociale sont des premiers pas qui montrent que Alerte, avec un nouveau président qui n'est plus le président de l'UNIOPS, et avec une séparation, peut devenir un outil collectif. Il va falloir maintenant qu'ils apprennent à être un outil collectif et pas l'annexe de l'UNIOPS, en dépit de l'amitié qui nous lie à l'UNIOPS, quelle journée. C'est un peu confus. C'est ce qu'on appelle de la basse démagogie, mais comme j'en ai entendu un peu cet après-midi, je m'y donne. Plus efficace dans notre mode de communication, vous voyez venir, cela veut dire être plus visible, plus lisible. Notre visibilité s'est accrue. Notre politique de communication, merci Céline, est active. Nous avons une revue qui est excellente dans son fond et dans sa forme. La presse nous connaît mieux. Florent passe à la radio à peu près 3 fois par semaine. Moins de vous. Oui, mais moi sur notre sujet. Vous savez, je pense que le nom de la FNARS est difficile à prononcer. Vous voyez, j'aborde le problème difficile à prononcer. Et, je dois dire que j'ai quelques difficultés lorsqu'on me demande ce que veut dire FNARS à aller jusqu'au bout de la phrase. Ça s'est passé hier, je suis allé des décorations à Lille, je n'ai pas réussi à donner la totalité du signe. Je propose que nous réfléchissions à une simplification de notre sigle qui ne remette pas en cause notre identité. Je crois que c'est très important. Plus efficace,
Cela veut surtout dire que nous analysions de manière toujours plus aiguë la réalité que nous voulons transformer et que nous développons notre ligne et l'adaptions à cette réalité. Ce sera l'objet de notre prochain congrès, 2016. On sait que c'est loin. 2016, un congrès en 2016, ça se prépare en 2015. Et si je vais jusqu'au bout de ma pensée, je pense qu'il faut que dans les mois qui viennent, nous commencions à y réfléchir. Nous avons la base du congrès de Nantes, qui est une base solide. Je pense que ça a été une grande avancée pour la FNARS. Cette base est solide, mais la réalité bouge. Il faut que nous y adaptions. Et je souhaite que nous commencions dès le mois d'octobre-novembre à réfléchir à notre analyse de la situation et la manière de nous y adapter. Et je souhaite que nous nous mettions en ordre pour faire cette réflexion. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, la somme immense de vos expériences, la diversité de vos parcours. C'est là la vraie richesse de la FNARS. La FNARS qui est au service de la solidarité de tous et de la citoyenneté pour tous. Merci.